Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin de nouveaux points lecture. J'ai pas mal de livres à vous présenter, c'est mal parti avec les chiens, visiblement. Donc on ne va pas tarder et on va commencer tout de suite avec le tome 2 de Library Jumpers, écrit par Brenda Drake, je crois, et paru aux éditions Lumen. C'est un roman que je viens de terminer et honnêtement j'avais lu le premier tome il y a super longtemps. Heureusement j'en avais enregistré un résumé, ce qui m'a permis de retrouver mes petits, et j'ai complété mon résumé, merci le chien. J'ai complété mon résumé par celui que j'ai trouvé sur le blog de Summary's Book. Si vous ne connaissez pas, allez-y, quand vous cherchez des résumés, il y a aussi des avis. C'était un très bon blog et donc eh bien, ça m'a permis d'avoir les idées un petit peu fraîches parce que mine de rien, Library Jumpers, vous avez beaucoup de personnages et il se passe beaucoup de choses et en plus vous avez beaucoup de relations entre les personnages, donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Mais les idées claires, j'ai repris ma lecture et tout comme le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un livre qui a des qualités et qui a des défauts. Je propose en fait déjà de vous reparler en 2 minutes de l'histoire, puisqu'ici nous allons rencontrer Gia, qui est une jeune fille, je sais plus quel âge elle a, entre 16 et 18 ans, je ne sais plus, qui a une vie de lycéenne tout à fait classique, normale avec ses amis, jusqu'au jour où à la bibliothèque, elle est passionnée de bouquins. Elle va voir un garçon qui va simplement disparaître dans un livre. Et donc très intrigués, ils vont aller voir ce livre et bien par des événements que je vous laisse découvrir vous-même, ils vont eux aussi se retrouver aspirés par ces livres et ils vont se retrouver par mégarde dans le monde des chimères, puisque en fait dans les bibliothèques vous avez certains livres qui vous permettent de sauter d'une bibliothèque à l'autre et d'atterrir soit dans le monde des chimères soit dans le monde des humains. Voilà, c'est un petit peu la trame. Évidemment Gia va apprendre qu'elle n'est pas une humaine mais qu'elle est une sentinelle, une des créatures du monde des chimères. Nous sommes dans du young adulte et on colle totalement au genre, n'est-il pas? Bref, commençons par les défauts de ce deuxième tome. Premier défaut, le putain de triangle amoureux. Voilà, c'est dit, c'est fait. Dois-je m'étaler dessus? Il n'y a pas forcément besoin, parce que non seulement c'est un triangle amoureux, mais en plus ce connard de triangle amoureux, mais alors mais il est classique du genre. Elle hésite entre un mec qui est brun, qui est mystérieux, mais qui est un petit peu caractériel, qui s'emporte, gna gna gna, enfin vous voyez vraiment le beau brun ténébreux. Et de l'autre côté, le blond qui est parfait, qui est galant, qui est gentil, gna gna gna, enfin vraiment le truc. Mais c'est tellement cliché. Et puis en plus dans ce tome 2, mais elle fait des girouettes, elle sait pas, ah bah oui mais non mais je crois que je l'aime, ah bah ouais mais il a été méchant alors que lui il est gentil, alors je crois... Non mais sérieux quoi, décide-toi, enfin t'es censé être voué à sauver le monde ma poule, tu vois, donc il y a un moment... va falloir avoir un peu plus de maturité. Bref, ça me gonfle, mais vous le savez, je ne suis pas adepte de triangle amoureux, je ne suis pas adepte de romance, donc à moins que ce soit bien fait et que ça serve le récit, sinon ça me gonfle, et là c'est mal fait et ça sert pas le récit. Enfin, c'est pas que c'est mal fait, mais c'est hyper caricatural. Parce que voilà, c'est le deuxième défaut de ce roman, c'est un petit peu les personnages caricaturales, peut-être un petit peu fort, mais ils répondent vraiment tous au code du genre, et je dirais que les personnalités, pour moi, même pour les personnages principaux, je les trouve pas assez profondes, assez fouillées. Gia, c'est vraiment la caricature de l'héroïne qui débarque, qui n'y connaît rien, mais qui va faire de son mieux, qui acquiert des capacités de dingue, etc. C'est aussi la caricature de la jeune fille qui fait la girouette sentimentale. Vous avez Arik d'un côté, qui est la caricature du beau brun mystérieux, à qui il arrivait des trucs pas cool, qui s'emporte facilement, qui gueule pour un rien, mais ça aussi c'est pas crédible, il est sentinelle, etc. Il devrait être hyper mature, et en fait des fois il se met à gueuler sur Gia, mais on dirait un gamin de 3 ans qui fait une crise parce qu'il a pas eu son bonbon quoi, enfin... Moi ça me choque, mais bon. En fait c'est fait pour qu'elle puisse hésiter avec l'autre garçon de son cœur, Bastien, le joli blond qui est un prince, qui est un magicien, qui est tellement parfait qu'il en est absolument pas crédible. Et voilà, donc en fait tous les personnages, vous avez son meilleur ami Nick aussi, à qui il arrive
plein de trucs dans le premier et dans le deuxième tome, et en fait ça va modifier son comportement. Et la façon dont son comportement est modifié, c'est pareil, c'est trop caricatural, quand on passe trop d'un extrême à un autre. Voilà, je trouve que c'est pas assez fouillé, c'est pas assez nuancé, c'est trop... c'est un peu trop... c'est pas manichéen, je peux pas dire que ce soit manichéen, parce que les bons ont des défauts, mais par contre les mauvais ils sont mauvais. Mais c'est un peu trop caricatural, ça répond un peu trop au code du genre. Et en fait, comme c'est pas assez fouillé, vous les aimez bien les personnages, c'est pas le problème, hein, ils sont pas détestables, vous les aimez bien. Mais j'ai pas non plus pour eux... enfin, je vais pas trembler à chaque page, je veux dire, s'ils crèvent, je m'en fous. Mais même demain, elle fait crever Gia, alors ça va pas arriver, après tout c'est Laurine, mais je m'en tape. Donc voilà, ça c'est un petit peu gênant en fait, c'est que j'ai un certain détachement vis-à-vis du livre parce que les personnages sont trop caricaturaux. Dernier défaut, et après je vous jure on va parler des qualités, parce qu'il en a quand même pas mal ce livre, sinon je l'aurais pas terminé. Le dernier défaut, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont cousus de fil blanc. Alors il y a plein d'actions, hein, on s'ennuie pas et tout, ça je vous en reparlerai après. Vous avez quand même des actions qui sont cousues de fil blanc, vous avez des réactions qui sont cousues de fil blanc. Voilà, dans ce tome 2, à un moment, vous comprenez très vite qui est un traître. Ça m'a pris 15 secondes pour trouver qui c'était, tellement c'est cousu de fil blanc. Enfin, je veux dire, hein, vous direz qu'elle vous met des spots partout, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Enfin, voilà, enfin, vous êtes là, mais pourquoi t'as rien vu? Enfin, non, c'est cousu de fil blanc et il y a des trucs, il y a quelques facilités scénaristiques, il y a des trucs qui sont un peu trop faciles, qui se dévident un petit peu trop facilement. Voilà. J'en ai fini avec le matraquage et les défauts, maintenant on va parler des qualités parce que c'est quand même un roman qui a plein de qualités. De 1, l'écriture, elle est simple mais addictive, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est plongé dedans, les chapitres sont assez courts, c'est dynamique, il n'y a pas de longueur, sauf quand Mademoiselle se pose 3001 questions sur ses amoureux, mais même là, l'autrice elle va pas non plus s'étaler pendant des paragraphes, Dieu merci. Donc en fait c'est hyper addictif. Et puis l'univers c'est un univers de dingue. Alors, vous imaginez, vous allez dans la bibliothèque, vous prenez un bouquin qui va vous présenter les bibliothèques du monde, vous allez choisir la bibliothèque qui vous plaît, vous plongez dans le livre et alléluia, vous êtes dans une autre ville et vous pouvez vous amuser comme ça à tout visiter en claquant des doigts. Je trouve ça génial. Et puis l'univers des chimères, c'est super bien fait. Ces autres créatures qui vivaient avec les humains avant, mais il y a eu la guerre, donc les magiciens ont préféré séparer les deux mondes. Et vous avez des chimères qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Mais ce que j'aime bien, c'est que, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas manichéen dans le sens, c'est ce que je vous dis, c'est pas complètement manichéen, dans le sens où vous avez certaines espèces où vous allez trouver des bonnes comme les lamiards, hein, des bons lamiards, des mauvais lamiards. Par contre c'est vrai que quand ils sont mauvais, en général ils sont mauvais. Mais non, l'univers franchement c'est un univers de dingue. Vraiment, la magie aussi, la magie j'ai trouvé assez inédite avec ces globes de combat, etc. Les magiciens, les sentinelles, les surveillants qui vont surveiller les portes des bibliothèques. Vous avez quand même un univers de dingue et je pense d'ailleurs que cet univers en film, ça pourrait faire une série de films géniale si voilà, on arrive à donner un petit peu plus de caractère et de charisme au personnage, ce qui est plus facile dans un film parce qu'il suffit de prendre un acteur qui a du charisme. Je pense que sincèrement si vous amenez ça, que vous allez un petit peu plus court avec les épanchements pour Gia, pour les deux garçons qu'elle aime, ouais, il y a quand même de quoi faire un truc parce que c'est bourré d'action et vous avez plein de retournements de situation. Honnêtement, il y a des trucs qui sont cousus de fil blanc, ça je vous l'ai dit, hein, quand elle vous donne un indice, vous le devinez tout de suite. D'un autre côté, je dirais que la trame générale de l'histoire, voilà, même si vous arrivez à comprendre certains trucs, il y a des moments où vous êtes embarqué dans des endroits où vous ne pensiez pas tomber. Donc c'est assez génial. Je suis désolée, je caresse mon chien, elle est sur moi en même temps. Et voilà, Gia, elle a une mission, elle doit retrouver des artefacts, et les artefacts donnent des pouvoirs à celui qui le possède. Enfin, sincèrement, vous avez un univers de dingue, et rien que pour ça, Library Jumpers mérite d'être découvert pour cet univers, pour cette plume addictive, pour cette action omniprésente. Et voilà, même si les personnages, alors je vous l'ai dit, hein, ils sont pas détestables, c'est juste qu'ils pourraient être un peu plus fouillés, quoi, un petit peu plus nuancés aussi dans leur caractère, mais pour le reste c'était vraiment une excellente lecture. Je voudrais ensuite vous parler d'un autre roman que j'ai adoré, que je viens de terminer. Il s'agit du tome 2 des Puissants Égaux par Vic James. Donc c'est un roman. Là encore, j'avais lu le tome 1 il y a super longtemps. Dans mon souvenir, j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas, je crois que j'avais pas trouvé exemple de défaut, ou alors j'étais plus capable de dire pourquoi c'était pas un coup de cœur. Enfin, il y avait un truc,
Mais en fait, à la lecture du tome 2, je ne sais pas ce que j'avais eu au tome 1. Soit le tome 1 présentait un peu plus de longueur, je m'en souviens plus parce que j'ai lu il y a très longtemps, soit j'étais simplement pas dans de bonnes dispositions parce que ce tome 2, oh mais j'ai adoré du début à la fin, je lui ai pas trouvé un seul défaut. Petit rappel du contexte et de l'univers, vous êtes dans un Londres, dans une Angleterre quelque peu alternative puisque vous avez les humains, mais dans les humains, certains possèdent des dons et ces humains-là se pensent supérieurs, ils s'appellent les égaux. Et donc en fait certains pays sont gouvernés par les égaux comme en Angleterre et donc certains pays n'ont pas de dons, n'ont pas de magie, sont gouvernés normalement, mais l'Angleterre est gouvernée par les égaux et donc en fait en échange de la protection et du droit d'avoir un toit et de vivre sur la terre des égaux, les simples humains doivent donner 10 ans de leur vie, oui 10 ans de leur vie en esclavage aux égaux. Autant vous dire que les égaux ne sont pas tous empreints de beaucoup de sentimentalisme et que vous voyez fleurir des villes d'égaux affreuses où les conditions sont complètement horribles. On va rencontrer ici Abby et puis sa famille avec la petite Daisy, son frère Luke et ses parents qui vont décider de tous faire ensemble leurs 10 ans d'esclavage. Abby va pour cela demander à intégrer les servants, les esclaves de la famille Jardine, qui est la famille la plus puissante du pays, puisque c'est la famille, on va dire, fondatrice, je crois, du gouvernement, un truc comme ça. Et donc elle pense que tout va se passer super bien, sauf que au moment de partir, son frère va être envoyé dans la ville esclave de Milmoor où les conditions sont affreuses, tandis que le reste de sa famille va être envoyé chez les Jardines. À partir de là va se passer plein de choses. Son frère va commencer à faire partir de la rébellion, puisque vous avez une rébellion, vous avez des humains qui s'insurgent et vous avez même des égaux qui vont faire partie de cette rébellion, qui vont essayer d'aider tous ces humains. Il se passe quantité de choses dont je ne veux pas vous parler, je veux vous laisser découvrir, et le tome 2 est la suite directe du tome 1, et ce qui est génial, c'est qu'il ne souffre absolument pas du syndrome du deuxième tome. Ce n'est pas une transition entre un tome 1 et un tome 3, il s'y place énormément de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on découvre plein de trucs, il y a plein de retournements de situation. J'ai vraiment adoré, j'ai été happée par l'histoire. Les chapitres sont pas hyper courts, mais malgré tout c'est resté addictif. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait vous avez des points de vue multiples. C'est écrit à la troisième personne, mais malgré ça, vous avez certains chapitres consacrés à Abby, d'autres chapitres à Luke, d'autres ça va être Jenner, l'un de la famille Jardine, d'autres encore à d'autres personnages. Et ce changement constant de point de vue fait que vous gardez tout le temps du dynamisme, vous en apprenez plein sur l'histoire, c'est riche. Oh, mon dieu, ça a été un véritable coup de cœur. Là on est dimanche, je vous jure, j'ai commencé le tome 3 de Library Jumpers, mais dès demain, mardi au plus tard, je vais chercher le tome 3 des puissants pour me l'enfiler directement après. Changement de genre pour le troisième livre que je voudrais vous présenter. Il s'agit ici du Secret du Colibri par J. Robin Brown et paru aux éditions du Chat Noir dans la collection Chat Blanc. On repart donc ici avec un young adulte contemporain. C'est un livre qui m'a touchée à un point, mais vous ne vous imaginez pas. Mais quand je vous dis qu'il m'a touchée, c'est que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Ouais, c'est vraiment un livre qui m'a profondément bouleversée, il n'y a pas d'autre mot, mais j'ai pleuré comme un bébé. Pourtant, je suis pas hyper sensible, je pleure pas hyper facilement à chaque page, mais sincèrement là, les chats blancs des éditions du Chat Noir, ils ont quand même l'art de me foutre dans des états pas possibles. Ici en fait vous allez rencontrer le personnage de Jessica. Jessica qui a des problèmes, qui a des colères, des choses comme ça. Je vous laisse découvrir pourquoi en fait cette jeune femme se retrouve comme ça, puisque dans cette histoire vous allez suivre Jessica au passé et Jessica au présent. Et en fait ce qui se passe, c'est que la vie de Jessica est complètement bouleversée le jour où elle va rencontrer Vivi et elle tombe folle amoureuse l'une de l'autre, et donc c'est le bonheur. Elle arrive à se contrôler, Vivi lui apporte énormément. Vivi, cette jeune fille qui est douce, qui va réussir à apaiser Jessica, qui va la pousser à développer sa passion pour l'art, ce qui va aider en fait la jeune fille à continuer et à s'apaiser. Vivi en fait qui devient le point central de la vie de Jessica. Jessica voit de nouveau le sourire, voit de nouveau le soleil briller, voit de nouveau un avenir, mais tout s'écroule le jour
jour où Vivi va mourir. Je ne vous spoile rien, la mort de Vivi, elle est dans la 4e de couverture, elle est dès les premières pages, ce n'est pas du tout un spoil, car comme je vous l'ai dit, vous suivez le présent qui est un post-mort de Vivi, et le passé qui est un avant Vivi et pendant Vivi, si je puis dire. Voilà, c'est un livre qui va vous présenter donc la vie de Jessica, comment elle va s'enfoncer après la mort de Vivi, est-ce qu'elle va réussir à remonter la pente, qu'est-ce qui va l'aider. C'est un livre qui va vous parler de premier amour, en plus là on est sur un premier amour femme-femme, c'est un livre qui va vous parler du deuil, c'est un livre qui va vous parler aussi de la thérapie que peut être l'art, quelle que soit sa forme, pour aider à aller mieux, pour aider à se relever. C'est un livre qui aborde énormément de sujets avec énormément de justesse et de sensibilité. Je tiens à le noter, la plume de l'autrice est tout en sensibilité, c'est extrêmement bien écrit, ça prend soin du lecteur même si en même temps ça vous malmène, mais c'est superbement bien écrit et je le souligne que trop rarement, mais on sent aussi le travail du traducteur. C'est quelque chose que je souligne rarement, tout simplement parce que en général si je lis en français, je ne lis pas en VO. Et que souvent les traducteurs, ne sont que traducteurs entre guillemets. Et des fois ils sont écrivains aussi, mais c'est pas toujours le cas. Or ici, la traductrice est aussi autrice et je la connais en tant qu'autrice et je connais la sensibilité de la plume qu'elle peut avoir quand elle est autrice et je l'ai retrouvée là. Et c'est pour ça que je tiens à souligner que le travail du traducteur ici a été aussi très important parce qu'elle a su garder cette sensibilité dans la plume originale. On le sent en fait, je pense que les deux filles sont hyper sensibles et vous le voyez encore plus fort que la traductrice, c'est aussi l'éditrice, c'est elle qui a choisi le texte et je pense qu'elle a choisi ce texte aussi parce qu'elle y retrouvait cette sensibilité qui lui est propre et je peux vous dire qu'en fin de compte, du coup, quand vous mélangez une traductrice, une éditrice qui est hypersensible avec une autrice qui visiblement l'est tout autant, ça donne quelque chose de poétique, de sensible, voilà, c'est magnifique. Enfin, la façon dont c'est écrit, moi j'ai adoré, sans être trop poussé dans le poétique, l'abstrait, etc. Hein, c'est abordable par le young adulte, mais il y a un sacré travail. Je tiens à noter parce que des fois j'entends des gens qui vont critiquer le rôle du traducteur. Des fois je comprends pas toujours. Si vous avez lu le roman original, que vous avez lu la traduction, je comprends que vous puissiez critiquer. Mais des fois je me retrouve avec des gens qui vont critiquer un traducteur alors qu'ils n'ont pas lu l'auteur original. Moi je veux bien les gars, mais le traducteur il se contente de traduire. Si l'auteur original il a pas fait un travail de fou, que c'est hyper simple, le traducteur, il peut pas en faire un chef-d'œuvre. Je veux dire, il est censé coller à l'auteur, il est censé, même s'il est censé adapter à la langue dans laquelle il traduit, enfin, il faut qu'il colle à l'auteur. Donc c'est pour ça que des fois, enfin moi je me permets pas de critiquer le travail du traducteur dans un sens ou dans l'autre, parce que je connais pas le travail original. Et là en l'occurrence, je connais pas le travail original, mais comme je connais la traductrice en tant qu'autrice, j'ai quand même retrouvé un petit coup sa patte et je suis sûre qu'elle n'a pas été mettre une sensibilité là où l'autrice originale ne l'a pas mis. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre qu'elle a suivi. Voilà, c'était une petite parenthèse, je referme la parenthèse. Bref, c'était une plume superbe. A noter aussi qu'on a des chapitres quand même qui sont courts pour permettre de rythmer ce récit qui n'est pas bourré d'action puisqu'il s'agit d'une vie, mais qui est quand même bourré d'éléments, que ce soit des événements, que ce soit des sensations, des émotions, des ressentis, des leçons de vie, quoi que ce soit, c'est bourré d'éléments. Je tiens aussi à noter, je pense que je vous l'avais présenté en book haul, mais tant pis, je vous ordonne une couche, que vous avez de superbes illustrations. Hop, qui sont des illustrations faites par l'autrice elle-même, mais qui sont censées représenter les illustrations créées par Jessica tout au long de ce roman. A noter aussi que le deuil n'est pas un sujet qu'elle a abordé au hasard, puisque visiblement cette autrice parle du deuil après un deuil qu'elle a elle-même eu à traverser, et d'ailleurs je pense que ce roman l'a certainement aidé, et c'est, voilà, vous sentez hein, et que le sujet du deuil n'est pas abordé par hasard et qu'il n'est pas abordé par quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que c'est. Vous n'allez pas pleurer du début à la fin, vous avez des moments dans ce livre qui sont extrêmement
émouvant, vous avez des moments dans ce livre qui sont extrêmement drôles, vous avez de la joie, et voilà, vous avez aussi de la peine pour ceux qui l'ont lu. Moi, le moment, et ceux qui l'ont pas lu, vous le saurez quand vous le lirez, vous penserez à moi, le moment où Jessica est sur la barque avec d'autres personnes, je vous en dirai pas plus, mais elle se retrouve sur une barque au milieu d'un lac à un moment et il y a plusieurs personnes avec elle. J'ai pleuré, mais d'une puissance que vous ne vous imaginez pas, c'était hyper prenant. À côté de ça, j'ai éclaté de rire aussi plus d'une fois, je me suis attendrie et l'autrice elle gère bien ça parce que comme je vous l'ai dit, elle vous mélange le passé et le présent, du coup elle peut vous mélanger des moments de grande joie pour Jessica et Vivi avec des moments beaucoup plus durs dans le présent ou après quand elle remonte la pente, etc. Mais c'est extrêmement bien écrit et bien dosé. C'est ça que je tiens à dire aussi, c'est que c'est pas un tire-larme, c'est pas fait pour vous détruire le moral à la fin de la lecture. Par contre, sincèrement, je l'ai trouvé quand même assez, voilà, il est assez poignant, il est assez dur dans le sens où il est poignant. Donc si vous êtes un petit peu triste en ce moment, voilà, c'est peut-être pas forcément le moment, bah, ça dépend de comment vous êtes. Donc voilà, cette histoire de deuil, mais aussi de reconstruction, cette histoire d'amitié, parce que vous avez aussi les amis de Jessica qui vont l'entourer dans tous ces moments difficiles, malgré les réactions parfois un petit peu dures de la jeune fille. Voilà, vous avez toutes ces histoires, cette histoire de premier amour, etc. C'est extrêmement bien mené, vous le savez, à la base, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de littérature blanche, je lis toujours le Chat Noir parce que je trouve que leurs textes sont extrêmement bien choisis et qu'ils ont toujours su me toucher, et là ça a encore été le cas une fois. Et si vous aimez ça, et puis même si vous n'avez pas trop l'habitude, que vous êtes plus comme moi à pencher sur l'imaginaire, honnêtement c'est un roman d'une qualité exceptionnelle. Alors voilà les amis, j'en ai terminé. À tous, je vous souhaite d'excellentes journées, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.